c'est bon, on est en ligne. Bonjour à toutes et tous. Pour les premiers qui sont et premières qui se sont connectés, on va encore attendre quelques instants avant de rentrer dans le vif du sujet. J'aime ces moments quasi religieux d'attente de démarrage de webinaire. Donc là, on est à 22 participants, il est 59. On va encore attendre de 3 minutes puisqu'on avait à peu près un peu plus de 80 inscrits. Voilà, ça continue de monter, on va attendre encore un peu. Allez, on est 30, il est 11h01, on attend jusqu'à 3 et on démarre. Allez, je vous propose qu'on démarre. Est-ce que vous voyez bien
le support de présentation s'afficher sur vos écrans? Les intervenants peuvent-ils me répondre pour m'assurer que je ne parle pas dans le vide? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence virtuelle. Pour ce deuxième webinaire thématique donc, de l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise, je rappelle très rapidement que ces webinaires en fait, thématiques ont vocation à traiter un sujet un peu spécifique en lien avec la crise et les territoires. Donc aujourd'hui, compte tenu notamment de l'importante littérature, notamment dans la presse généraliste et même spécialisée, qui a été publiée ces derniers temps sur les difficultés de recrutement, on s'est dit à l'Observatoire qu'il semblait tout à fait pertinent d'essayer de traiter de cette question à l'aune de la crise, mais aussi de s'interroger finalement sur la nature de cette problématique. Est-ce que c'est une nouvelle problématique qui s'est faite de plus en plus aiguë avec la crise du Covid, ou est-ce que finalement c'est un problème structurel auquel on est confronté depuis plusieurs années, qui a été comme d'une certaine manière un peu révélé aux yeux du grand public par la crise, mais qui reste néanmoins un problème auquel on est confronté sur le temps long. Alors pour traiter de ce sujet, nous avons aujourd'hui trois invités. Nous avons convié Patrick Vanoli, qui travaille au sein de la société Randstad et qui est directeur du pôle intelligence marché. Bonjour Patrick, merci d'être ici aujourd'hui. Nous avons convié Merci, bonjour à toutes et à tous. Nous avons convié également Fabrice Cray, qui est aujourd'hui dans le cabinet de conseil FRC, qui est consultant en politique publique et expert des questions d'emploi et de formation professionnelle depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, et qui a aussi été le directeur de la Maison de l'Emploi. Alors, je sais qu'il n'aime pas trop qu'on la qualifie ainsi. La Maison de l'Emploi de la métropole du Grand Dijon. Bonjour Fabrice, merci d'être ici. Bonjour à tous. Et puis Thomas Rollet, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre pour cette matinée au dernier moment, qui fait partie de la Banque des Territoires et qui est chef de projet DataVis Territoire d'Industrie et qui aujourd'hui est venu compléter fort gentiment les travaux de l'Observatoire sur justement les difficultés de recrutement. Il va nous présenter quelques données extrêmement intéressantes produites au niveau intercommunal et notamment un prolongement sur les métiers en tension avec une approche plutôt centrée sur la question des compétences. Bonjour Thomas, merci d'être ici également. Bonjour à tous, merci Olivier. Alors du coup, pour ne pas perdre trop de temps, on a prévu 2 heures, peut-être est-ce un peu long, nous verrons la nature des échanges et l'intensité des débats qui peuvent enchaîner. Comment on a découpé en fait ce webinaire? 2 temps en fait principaux, c'est le principe des webinaires thématiques. Pardon. Un temps de présentation. Oui. Pardon, juste, est-ce qu'il serait possible pour ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro et leur caméra, puisqu'il y a quelques interférences qui brouillent l'audition? Voilà, désolé. Merci Arthur. J'ai oublié de présenter une fois de plus, navré, Arthur Courty, qui est à la technique aujourd'hui de la société ICO et qui nous permet donc d'échanger à travers ce webinaire. Donc, le déroulé du webinaire de ce matin, 2 temps, comme il est d'usage dans ces webinaires thématiques, un temps de présentation d'éléments d'analyse qui ont été produits par l'OITC et donc aujourd'hui aussi par la Banque des Territoires à travers Thomas. Donc, je ne vais pas vous dérouler là le contenu, hein, on le verra en direct. À l'issue de chacune des slides, nos 2-3 experts avec Thomas pourront éventuellement réagir assez rapidement. Et puis, à l'issue de notre présentation, évidemment, nous prendrons vos questions à vous participants. Alors, soit sous la forme d'écrit par le chat, mais si vous le souhaitez, on pourra vous activer le micro pour que vous puissiez exposer soit votre réaction, soit nous adresser une question en direct. L'idée étant d'essayer d'être dans une forme d'interaction un peu plus poussée que ce que l'on avait fait notamment les dernières fois. Et puis ensuite, un deuxième temps que j'ai appelé mise en débat, où là, on va pouvoir organiser en fait un échange un peu plus poussé avec nos 3 experts, où je leur poserai, si je puis dire, un certain nombre de questions auxquelles je ne doute pas, ils répondront avec brio. Et puis, à l'issue de cet échange, nous vous laisserons là encore réagir et poser des questions pour que vous puissiez échanger avec nos experts du sujet. Donc, je démarre. Donc, sur les éléments d'analyse, nous avons cherché à l'Observatoire à produire un certain nombre de choses sur la question spécifique des problématiques de recrutement. Mais avant, on s'était dit que tout de même, il était intéressant de proposer un premier balayage, en fait, des effets, notamment économiques, de la crise. Et notamment cette crise qu'on a pu constater à travers nos travaux menés depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est que vraiment, elle se séquence en 2 grands temps à ce stade. Je dis bien à ce stade, car on ne sait pas trop
ce qui va ressortir véritablement de cette année 2021 et quid de 2022, en plus avec les nouveaux événements que nous vivons. Donc vous avez ici en fait deux cartes qui portent à gauche sur l'évolution de l'emploi salarié privé à l'échelle des zones d'emploi françaises et à droite l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie A, B, C. Je reviendrai sur cette définition tout à l'heure qui nous semble essentielle. Durant l'année 2020. Donc l'année 2020, elle se caractérise évidemment par le déploiement de la crise du Covid qui a été extrêmement violente, notamment dès le premier trimestre. Au second trimestre, fort heureusement, grâce aux mesures prises par le gouvernement, notamment les mesures de chômage partiel et d'aide aux entreprises, l'emploi a certes continué de baisser, mais sa baisse a été très largement contenue. Le troisième trimestre s'était révélé plutôt positif, symptomatique, caractéristique d'une certaine forme de reprise. Et puis le quatrième s'était montré beaucoup plus délicat et avait généré une diminution de l'emploi, certes un peu moins intense qu'au premier trimestre, mais on était toujours sur une tendance à la baisse. Ce qui fait qu'au global, sur l'ensemble de l'année 2020, en termes d'emploi, sur la carte de gauche, vous voyez du rouge à peu près partout. On a seulement, sur cette année-là, une cinquantaine de zones d'emploi qui ont résisté en termes de création d'emplois et qui ont enregistré une évolution positive de l'emploi salarié privé, c'est-à-dire les zones d'emploi en bleu. Donc à peu près toutes les grandes catégories de territoires ont été impactées, des territoires ruraux comme périurbains ou métropolitains. Les métropoles ont toutes perdu de l'emploi sur cette période, de manière plus ou moins intense, il ne s'agit pas de les mettre entre guillemets toutes dans le même sac, mais notamment les plus impactées, ce sont les zones d'emploi de Grenoble et de Paris, qui notamment en volume pour Paris évidemment a perdu un nombre extrêmement important d'emplois. Et puis aussi ce que l'on perçoit, c'est évidemment les territoires très touristiques spécialisés dans le tourisme de montagne, dans les Alpes, mais aussi dans une moindre mesure dans les Pyrénées, qui ont été très largement surimpactés. Du point de vue du chômage, carte de droite, toujours évolution ici des demandeurs d'emploi, donc ABC durant l'année 2020. Quand on est en rouge, c'est que les chômeurs augmentent. Quand on est en bleu, on voit qu'ils diminuent. On voit que les zones d'emploi en bleu, malheureusement, sont en nombre tout à fait réduit. On en a une vingtaine, un certain nombre dans les DROM, dans les zones d'emploi des DROM, mais aussi quasiment toute la Corse qui a été marquée par une baisse des demandeurs d'emploi durant l'année 2020. Et puis, ce qui était très intéressant à travers cette carte, c'est que celle-ci a vraiment permis de corroborer une hypothèse qu'on avait formulée à l'Observatoire. On avait pu envisager par anticipation que les territoires qu'on qualifiait de locomotives risquaient d'être les plus impactés par la crise du Covid à court terme. Qu'est-ce qu'on mettait derrière le terme locomotive? C'était les territoires qui se développaient plutôt bien avant la crise, notamment les territoires franciliens, les territoires d'Alsace, les territoires du Sillon lorrain, qui s'étend en gros du Luxembourg vers Nancy, les territoires alpins, très dynamisés par à la fois leur attractivité résidentielle et touristique, mais même pour certains par une dynamique industrielle, et puis certaines métropoles. Et on voit bien sur cette carte que les territoires les plus impactés en termes de chômage durant l'année 2020 sont plutôt ces locomotives. Tandis que ce qu'on appelle, nous, trivialement, les wagons, des territoires plutôt inscrits dans des trajectoires de développement atones avant la crise, marqués par une très forte dépendance aux mécanismes de socialisation, ont à certains égards été plutôt préservés. Ils n'ont pas été totalement épargnés, mais ils ont subi un choc a priori plutôt moins violent durant l'année 2020. Et on voit d'ailleurs sur cette carte que les zones d'emploi de la diagonale du vide ont plutôt été marquées par une progression de la demande d'emploi plus modérée que dans les autres territoires. Ensuite, intervient fort heureusement le rebond à partir de l'année 2021. Malheureusement, nous n'avons pas encore de données complètes sur l'ensemble de cette année. Nous avons uniquement des données sur les 3 premiers trimestres de l'année 2021. Ici, les cartes portent sur l'évolution de l'emploi. La bonne nouvelle, vous voyez sur la carte, donc qui vous traduit ici l'évolution de l'emploi salarié privé entre la fin 2020 et le 3e trimestre 2021, entre le 4e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2021, on voit qu'on a beaucoup de bleu. On a à peu près 230 zones d'emploi qui ont d'une certaine manière reconstitué leur stock d'emploi salarié privé d'avant-crise. Ces territoires se situent à peu près partout sur le territoire national. On voit cependant que les zones d'emploi frontalières, par exemple de Franche-Comté, n'ont pas reconstitué leur stock d'emploi, que certains territoires de montagne, tant dans les Pyrénées que dans les Alpes, sont aussi encore en grande difficulté, notamment le Genevois français, territoire éminemment dynamique avant crise. Et on voit aussi que Paris, par exemple, sa zone d'emploi et certaines zones d'emploi franciliennes sont encore marquées sur l'ensemble de cette période par des baisses de l'emploi salarié privé. Donc quand même globalement plutôt bonne nouvelle, plus que l'essentiel de nos territoires reconstituent leur stock.
Au niveau national, la France a reconstitué son stock au deuxième trimestre. Néanmoins, ce qui nous invitait à la prudence, c'est que au premier trimestre, seuls 20 territoires avaient continué à perdre de l'emploi. Au deuxième, un peu moins d'une vingtaine. Néanmoins, au troisième trimestre, la situation semblait un peu se dégrader, puisque plus de 100 territoires avaient réenregistré un trend de baisse de leurs emplois salariés privés. Et ce qui nous appelle aussi à ne pas crier au triomphalisme, c'est que si l'on compare en fait l'évolution de l'emploi enregistrée sur cette période au regard du stock d'emploi qu'auraient dû avoir les territoires si la crise n'avait pas eu lieu, c'est la carte en bas à droite, on voit qu'en réalité, on est loin du compte. Et on a, par exemple, au niveau national, il nous manque 220 000 emplois salariés privés. Hein, l'idée, c'est de se dire, voilà, si la crise n'avait pas eu lieu et que la croissance avait continué à se comporter comme entre 2015 et 2019, quel aurait dû être notre stock d'emplois théorique en matière d'emplois salariés privés? Et on voit que donc, pour les territoires, on est loin du compte. Beaucoup moins sont arrivés à retrouver le niveau d'emploi qu'ils auraient pu avoir. Et notamment, on retrouve ces territoires en difficulté largement en Île-de-France, dans les parties plutôt anciennement dynamiques, donc des Alpes, notamment dans la partie nord-est de l'ex-région Rhône-Alpes. On a aussi toute la zone nantaise et ces zones d'emploi périphériques qui sont dans une situation plutôt inférieure à ce qu'on aurait pu attendre. Donc voilà très rapidement quelques éléments de cadrage généraux sur cette dynamique économique qui s'est traduite de manière évidemment très hétérogène dans les territoires, mais surtout qui se distingue bien en deux temps, un temps vraiment de crise majeure avec des impacts extrêmement intenses et encore plus hétérogènes en 2020, et un rebond qui se dessine et qui, espérons-le, sera durable. Malheureusement, quelques signaux nous laissent à craindre que ça pourrait être plus compliqué qu'attendu. Donc si ensuite on essaye de rentrer un peu plus étroitement dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire les difficultés de recrutement, nous avons décidé ici de changer d'échelle, de descendre à l'échelle intercommunale, pour tout d'abord vous présenter quelques éléments sur l'évolution des demandeurs d'emploi de catégorie ABC. Pourquoi prendre la catégorie ABC? Alors c'est pour ça que ce slide est très dense, je m'en excuse, mais l'idée c'était de vous montrer que notre discours est véritablement étayé sur des faits, mais peut-être ce sont des questions que vous connaissez bien. C'est que cette catégorisation des demandeurs d'emploi aujourd'hui, notamment la catégorie A qui en gros sert à permettre de déterminer le niveau de chômage, conformément à la définition imposée par le Bureau international du travail, on voit qu'aujourd'hui, cette catégorie A des demandeurs d'emploi qui concerne les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et à la recherche d'un emploi, elle pèse de moins en moins. Notamment parce que les catégories B et C, qui se composent, elles, de demandeurs d'emploi qui ont travaillé dans le mois, plus ou moins 78 heures, qu'on peut trivialement qualifier et dire rapidement de travailleurs précaires, a, elle, explosé. Et vous avez un petit graphique en bas à gauche du slide qui vous montre l'évolution des demandeurs d'emploi par catégorie A, par catégorie B et C et D et E depuis 1996. Et on voit qu'effectivement, il y a une rupture au moment de la crise financière internationale de 2008, qui se matérialise ici, avec une explosion, une croissance très marquée des demandeurs d'emploi de catégorie B et C, tandis que finalement, le volume de demandeurs d'emploi de catégorie A est le même au troisième trimestre 2021 qu'au premier trimestre 1996. Donc, on a vraiment une transformation de la structure de la demande d'emploi qui s'observe en France et qui, du coup, nous impose de ne plus uniquement analyser les choses sur les catégories ABC. Autre élément qui corrobore bien cette impression, vous avez ici la répartition en pourcentage de chaque catégorie. On voit que grosso modo, dans les années 90, les demandeurs d'emploi de catégorie A représentaient 77% de l'ensemble des demandeurs. En 2021, on descend à 54%, donc à peine plus que la moitié. Et la catégorie qui, évidemment, dont le poids augmente le plus, est celle qui se compose des B et C. Et puis, vous avez une petite carte ici, difficile à lire, mais le support vous sera évidemment communiqué, qui vous cartographie en fait le poids des demandeurs d'emploi de catégorie A dans les territoires. Et on voit là que ce poids est extrêmement hétérogène d'un territoire à l'autre. Sur le rouge le plus foncé, ces catégories A représentent entre 65 et 90% de la demande. Dans les territoires en jaune, c'est moins de 40%. Donc des situations aussi très hétérogènes qui renvoient à une structure de la demande d'emploi très variée. Donc du coup, en termes de tendance, qu'observe-t-on durant l'année 2020 ? La carte en haut à gauche, c'est une progression quasi généralisée des demandeurs d'emploi ABC à l'échelle des intercommunalités françaises. On a du jaune et du rouge à peu près partout, quelques modestes taches bleues qui sont d'ailleurs plutôt situées le long de la diagonale du vide. Et puis, on voit bien ici, une fois de plus, ressortir finalement nos locomotives, c'est-à-dire les territoires franciliens,
les territoires du Sillon lorrain, les territoires alsaciens, les territoires frontaliers, et notamment ce grand quart nord-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était très dynamique avant crise et qui ici se trouve très impacté en termes de chômage. On voit aussi Toulouse, évidemment, très marqué, et on voit que chacune des métropoles ont bien été très impactées en termes de chômage. Ensuite intervient le rebond, comme je le disais tout à l'heure, l'année 2021. Alors là, malheureusement, on a des données que sur le premier semestre, les 2 premiers trimestres de l'année, mais là, on voit que le rebond est réel et il se traduit bien à l'échelle intercommunale par une reprise du marché du travail et une diminution des demandeurs d'emploi de catégorie A. Vous voyez que toutes nos intercos à peu près sont en bleu, avec des baisses qui augmentent en intensité, notamment le long des littorales qui sont marquées par une forte reprise de ce point de vue-là. On voit que beaucoup d'intercos, même des régions, des intercommunalités, alpines, enregistrent une baisse significative et intense. Donc, la reprise semble se généraliser sur l'ensemble du territoire national, dans à peu près tous nos territoires. Mais si on synthétise, entre guillemets, ces 2 cartes et qu'on observe la tendance entre juste avant la crise, c'est-à-dire décembre 2019 et juin 2021, dernière donnée disponible, on voit que la situation est quand même plus contrastée. Certes, le rebond a eu lieu partout, mais il ne permet pas de compenser partout la situation pour revenir au niveau initial. On retrouve beaucoup d'intercommunalités en rouge, et dont notamment, là encore, beaucoup de nos anciennes locomotives. Donc, là, je le répète, les territoires franciliens et même plus largement ici le grand bassin francilien, à nouveau les zones d'emploi frontalières de la région Grand Est, le long donc du Sillon lorrain, mais aussi les zones d'emploi les intercommunalités alsaciennes. On retrouve encore le grand quart nord-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On voit que Lyon a été sur l'ensemble de la période impactée, Toulouse pareil, et on voit d'ailleurs que la grande périphérie toulousaine est plutôt marquée par une hausse globale de la demande d'emploi sur l'ensemble de la période que par une baisse. La Corse répond bien, les Drômes sont plutôt dans une situation mitigée et l'Ouest français s'en tire plutôt pas mal. Donc, une dynamique globale qui se traduit à nouveau par 2 temps, un impact massif et généralisé en 2020, un rebond qui s'observe lors des 6 premiers mois de l'année, mais qui à ce stade n'a pas encore permis de compenser la crise de 2020. Il est probable que si le rebond perdure bien durant toute l'année 2021, le niveau de compensation sera plus élevé et plus généralisé. Nous produirons les cartes dès que nous aurons les données mises à notre disposition. Ensuite, une autre façon de commencer à appréhender ces questions de recrutement, c'est à travers l'évolution des offres d'emploi. Alors là, on remercie la société Randstad de nous avoir mis à disposition un certain nombre de données pour travailler ce sujet. Donc là, j'ai procédé de la même façon, toujours à l'échelle communale. J'ai analysé l'évolution des offres d'emploi durant l'année 2020, année de crise. Ensuite, durant l'année 2021, là, ce qui est bien, c'est qu'on a des données sur toute l'année. Et donc, on voit bien un contraste, beaucoup de rouge à gauche, beaucoup moins sur la carte du milieu, et même quasiment plus de rouge, un peu de taches jaunes, mais c'est 49 intercommunalités sur les 1200 qui ont été frappées par une baisse des offres d'emploi durant l'année 2021. Donc, le rebond de l'activité est réel. On voit que quand même, il se polarise pas mal ici à la lecture des offres dans certaines zones, notamment la partie, on va dire, rhône-alpine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On voit que les Pays de la Loire aussi sont pas en reste. Les territoires franciliens profitent aussi de volumes de croissance des offres significatifs. Le Sillon lorrain se réveille aussi, les territoires alsaciens également. Donc, une dynamique quand même assez généralisée, même si elle apparaît plus importante dans certaines zones. Et puis, si on synthétise là encore ces 2 cartes, même exercice que tout à l'heure, pour observer l'analyse de l'évolution des offres entre 2019 et 2021, on voit que la reprise a effectivement ici bien permis de compenser le choc initial enclenché durant l'année 2020, plus que ne subsiste qu'un nombre réduit, à peu près un peu plus de 150 intercommunalités qui sont frappées sur l'ensemble de la période par une baisse des offres d'emploi proposées par les entreprises. Donc je précise, mais Patrick, vous le ferez peut-être tout à l'heure, que les offres d'emploi ici comptabilisées ne sont pas uniquement celles proposées par Pôle emploi. Le travail réalisé par Randstad permet effectivement de manière très intéressante d'aller capter des éléments d'information sur tout un tas de sites d'intermédiation qui nous permettent d'avoir une vision plus exhaustive, plus proche de la réalité que les seules données recensées par Pôle emploi. Donc, en tout cas, ce qui se révèle ici, c'est que l'activité semble bien repartie, que dans à peu près l'ensemble des intercommunalités,
le volume d'offres d'emploi est revenu à son niveau d'avant-crise, même pour un certain nombre de territoires, et bien supérieur à celui d'avant-crise. Donc les entreprises sont à la recherche de nombreux actifs, de nombreuses compétences pour assurer leur activité. Après, ici, on ne vous a pas évidemment présenté toutes les données, mais Randstad nous a mis également à disposition des informations sur les offres d'emploi par type de métier et qualification, et notamment, ils nous ont transmis des éléments d'information sur les 15 métiers et compétences les plus recherchés dans chacune des intercommunalités. Donc, ce que j'ai fait ici pour pas multiplier l'information à l'infini, c'est que j'ai retenu à l'échelle nationale les 4 qualifications les plus recherchées, qui sont la qualification de commercial, de technicien de maintenance, de développeur informatique et de vendeur dans le secteur du détail, mais hors alimentaire. Et j'ai cartographié l'information pour voir dans quel interco cette qualification figurait dans le top 15 des qualifications les plus recherchées. Et donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est la très forte hétérogénéité des situations suivant la qualif. C'est-à-dire que vous voyez que la qualification commerciale, elle est recherchée dans un nombre important d'intercommunalités de manière significative, et elle figure donc dans le top 15 des qualifications les plus recherchées, mais dans un nombre quand même réduit d'intercommunalités, et principalement les métropoles et des territoires plutôt urbains de type un peu agglomération. Ensuite, les techniciens de maintenance. On voit que leur profil est recherché dans un nombre beaucoup plus important de territoires. Mais néanmoins, il y a quand même une géographie qui se dessine, avec les Pays de la Loire, les intercommunalités des Pays de la Loire et dans sa périphérie, qui sont à la recherche de très nombreux profils de cette nature. L'Île-de-France, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la métropole du Grand Paris ne figure pas dans le classement, si je puis dire. On a dans la partie Hauts-de-France, notamment l'île et sa périphérie, et puis on a une partie de la région anciennement Rhône-Alpes et le littoral méditerranéen qui sont marqués par une recherche intense de ce type de profil. Ensuite, cette fameuse compétence très recherchée des développeurs informatiques, là on voit que le phénomène de polarisation géographique est incomparable avec les compétences et les qualifications précédentes. Et notamment que les développeurs informatiques sont principalement, en tout cas de manière significative, recherchés dans les métropoles et dans les grandes agglomérations. Donc là, il y a un effet de polarisation et de concentration qui est tout à fait évident. Et puis ensuite, le vendeur dans le secteur dans le commerce de détail hors alimentaire, on voit que là, les recherches sont beaucoup plus éclatées, si je puis dire, d'un point de vue géographique. Elles sont importantes dans un nombre beaucoup plus grand de territoires. Donc, pourquoi vous présenter rapidement ces éléments? C'est pour mettre en avant le fait, mais c'est quand même une idée aujourd'hui assez connue, de la grande diversité des situations sur le plan, bien évidemment, des qualifications, mais aussi sur le plan territorial, et qui appelle, de mon point de vue, de non-expert de ces problématiques de recrutement, mais Fabrice et Patrick réagiront tout à l'heure, au développement d'une réflexion sur ces questions qui soient réellement territorialisées, pour éviter peut-être de stimuler le développement d'un certain type de qualification, donc clairement certains territoires qui finalement n'en ont pas besoin. Ensuite, dernier élément que je présenterai, là ce sont des données qui sont mises à disposition par la société Adecco Analytics sur les recrutements. Donc Adecco nous a mis à disposition ces éléments à l'échelle des intercommunalités et nous permet de voir l'évolution des recrutements réalisés par les entreprises entre 2019 et 2021. Sur donc cette carte de gauche, c'est la synthèse de ces éléments d'information et on voit là encore que la reprise a fait son effet et qu'on a une grande majorité de territoires qui figurent en bleu, c'est-à-dire qui ont enregistré une croissance sur l'ensemble de la période des recrutements. Alors, je vais demander à Adecco qui nous donne les données pour 2020 afin de distinguer les effets de la crise sur les recrutements des effets du rebond. Mais globalement, donc, la quasi-intégralité des intercommunalités françaises ont retrouvé une dynamique de recrutement supérieure à celle qu'elles avaient avant crise. Les territoires qui restent impactés, on les retrouve en Corse, où on voit que les recrutements, la dynamique de recrutement reste en berne. Les intercommunalités des DROM, là on n'a pas d'exception, toutes ont enregistré une baisse de leur recrutement. On a certains territoires franciliens, et pas des moindres, notamment la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qui enregistre une baisse globale des recrutements sur la période. Et puis quelques territoires plutôt situés là le long de la diagonale du vide, et aussi beaucoup encore dans les territoires de montagne. Vous voyez dans la partie alpine et même dans les Pyrénées,
où la dynamique des recrutements n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. Et après, très rapidement, on peut se livrer à l'exercice de cartographie et d'analyse des dynamiques de recrutement par grand domaine. Là, j'en ai retenu 4, qui sont les 4 grands domaines qui font partie des domaines qui ont le plus recruté sur la période. On a commerce, vente et grande distribution. Donc là, un secteur que dans mon jargon d'analyste territorial, on peut classer dans ce qu'on appelle l'économie présentielle ou l'économie de proximité, où on est plutôt sur une relation à une clientèle locale, même si sur la grande distribution, c'est plutôt les deux. On voit que là, la dynamique est globalement très favorable, avec beaucoup de bleu sur la carte, mais quelques zones restent encore impactées, notamment la métropole de Rouen, qui reste souvent un territoire surimpacté, notamment par rapport aux autres métropoles. On voit que sur la métropole de Rouen, mais aussi sur celle de Metz et Nancy, sur celle de Strasbourg, la dynamique des recrutements dans le secteur du commerce, de la vente et de la grande distribution n'est pas bonne. Les services à la personne et à la collectivité, donc là, clairement, on est sur des activités de proximité. On voit que les zones qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise sont plutôt là des territoires ruraux, notamment assez largement situés le long de la diagonale du vide, mais aussi dans les Drom et en Corse, et aussi dans les territoires de montagne. Donc on voit bien que l'impact sur le tourisme a évidemment un effet sur ce type de secteur, qui vivent très massivement de la dynamique touristique. Ensuite, le domaine de l'industrie, la carte qui figure ici, où là on voit que le constat est beaucoup plus mitigé. On est sur une répartition, en gros, 2/3 d'intercos qui ont retrouvé une dynamique positive de recrutement dans le domaine, et 1/3 qui sont encore marqués par un niveau inférieur à celui d'avant-crise. Notamment, on voit se dessiner, apparaissent très largement l'agglomération de Belfort dans l'Est et de Mulhouse. Toulouse aussi reste très impactée. On a au sein des Pays de la Loire, autour de Nantes, un grand nombre d'intercommunalités impactées, à Rennes aussi, et puis la frange ouest de la métropole du Grand Paris, avec beaucoup de territoires qui enregistrent une baisse de leur recrutement dans l'industrie. Et puis, dernier domaine, support à l'entreprise. Donc là, sur les 2 cartes du bas, vous voyez, j'ai essayé de distinguer des domaines qui relèvent plutôt de l'économie de proximité, qui dépendent plutôt de la consommation. Et puis, dans les 2 cartes du bas, 2 domaines qui relèvent plutôt du degré de compétitivité des entreprises, de leur capacité d'export. On voit que sur les activités, le domaine support à l'entreprise, le bilan est beaucoup plus positif. Beaucoup plus d'intercommunalités ont enregistré une dynamique de recrutement positive sur l'ensemble de la période. Donc après, j'ai essayé de me livrer à un petit exercice, et ce sera le dernier que je vous présenterai. J'ai essayé de réaliser une typologie, en fait, des intercommunalités suivant l'évolution des offres d'emploi et des recrutements entre 2019 et 2021. Et ça m'a permis, de manière, je l'avoue, assez simpliste, d'identifier 4 catégories d'intercommunalités qui sont symbolisées dans la petite légende qui figure en haut à droite. On a en vert, et c'est le plus grand nombre d'intercos, on en a 857, ce que j'ai appelé les intercommunalités en plein boom, c'est-à-dire qui se caractérisent par une progression positive des recrutements et des offres. On a ensuite, à l'opposé, ce que j'ai appelé les intercommunalités en perte de vitesse, qui enregistrent à la fois une baisse des offres et des recrutements. Elles sont 46, donc un nombre tout à fait marginal. Et puis après, des configurations plutôt a priori contre-intuitives. En orange, ce sont les intercommunalités qui enregistrent une hausse des recrutements et une baisse des offres. Donc, je les ai qualifiées avec toute la prudence nécessaire de intercommunalité en tension, point d'interrogation. Effectivement, si d'un côté, les recrutements augmentent beaucoup et que les offres, elles, ont tendance à diminuer, il est très probable que le marché du travail local soit confronté à une forme de tension. Et puis, en bleu, les intercommunalités que j'ai appelées à potentiellement en tension, qui sont, elles, marquées par une hausse des recrutements et une baisse des offres. Donc, il est possible que sur ces intercommunalités, le niveau de tension ne soit pas encore atteint, mais que dans un avenir proche, il commence à être difficile de recruter pour les entreprises. Donc, on voit que massivement, on a plutôt des intercommunalités qui seraient en plein boom. Je le répète, c'est un exercice très conventionnel qui cherche à apprécier de manière un peu impressionniste cette question des marchés du travail locaux en tension, avant de mobiliser notamment les données que va vous présenter Thomas sur les projets de recrutement difficiles. Donc Thomas, je vous cède la parole. Dites-moi quand vous voulez que je
Oui. je fasse les slides. Ça marche, merci Olivier. Donc peut-être un moyen de prolonger un peu ce que vous avez présenté juste avant, c'est peut-être de regarder un peu plus dans les besoins, enfin en tout cas dans les données de Pôle emploi, qui essaient de mesurer aujourd'hui, et depuis quelques temps hein, déjà, les difficultés de recrutement avec des indicateurs sur les besoins de main-d'œuvre et les difficultés à recruter, en tout cas estimées, dans les territoires et notamment dans les bassins d'emploi. Alors peut-être pour apporter un peu plus de contexte là-dessus, moi je travaille à la Banque des Territoires et vous allez me dire, en fait, il va nous présenter que des données de Pôle emploi. Et oui, on travaille beaucoup à la Banque des Territoires sur les données de Pôle emploi qui s'avèrent quand même assez utiles pour estimer à la fois le volume des recrutements, et j'insiste bien sur estimer, et estimer aussi le volume de difficultés de recrutement. Et notamment, aujourd'hui, la Banque des Territoires accompagne l'ouverture de centres de formation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais simplement dans des programmes du type territoire d'industrie. On accompagne les stratégies territoriales à l'échelle des EPCI, notamment dans le cadre de réindustrialisation et de filières stratégiques, d'accompagnement de filières stratégiques. On accompagne aussi, bien entendu, la décarbonation de l'industrie, l'immobilier industriel, donc pour des industriels de retrouver, je dirais, du bâti ou du foncier. Et la dernière partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'accompagner la mutation de la formation industrie, notamment sur l'industrie. Et donc, dans ce cadre, on avait besoin de pouvoir savoir quels étaient les métiers les plus en tension. Et donc, c'est dans ce cadre d'une ouverture assez importante de centres de formation dans les territoires, dans les intercommunalités, que l'on avait besoin de pouvoir estimer quels étaient les métiers les plus en tension, quels étaient aussi les volumes de recrutement, et avoir aussi cette question de là où ça coinçait le plus sur le marché du travail, à des échelles quand même assez fines, puisque ça peut aller de la région jusqu'au bassin d'emploi. Et donc, le travail, puisque Pôle emploi est aussi opérateur du programme Territoire d'industrie, ça a été de travailler avec eux pour descendre potentiellement jusqu'à la commune et pouvoir atterrir chez nous, Banque des Territoires, mais de pouvoir atterrir sur je dirais des chiffres qui sont partagés entre Pôle emploi et la Banque des Territoires. Donc, on a eu ce travail qui débouche aujourd'hui sur une possibilité d'estimer jusqu'au territoire d'industrie et sur chaque intercommunalité de France, hein, de pouvoir estimer à la fois le volume de recrutement, mais aussi les difficultés à recruter sur tous les métiers, qu'ils soient industriels ou non industriels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la focale ne sera pas que sur l'industrie, même si c'est une partie de l'analyse. On regardera tous les métiers et tous les secteurs sur les recrutements et les difficultés de recrutement. Donc ça, c'est pour la partie contexte. Maintenant, sur les données que propose Pôle emploi, qui sont accessibles pour une bonne partie en open data, ce qu'on utilise, c'est les données BMO, donc besoin de main-d'œuvre, qui sont aujourd'hui accessibles à tous et qui sont en fait des enquêtes qui sont produites par Pôle emploi et le CREDOC, hein, qui est un centre de recherche qui est mandaté pour créer et conduire ces enquêtes, et qui sont en fait renouvelées chaque année. Ces enquêtes, elles sont formulées auprès d'un panel d'entreprises, c'est pas sur toutes les entreprises de France, et c'est sur, je dirais, entre 1 et 3 millions d'entreprises, tous secteurs confondus. Et c'est surtout le focus sur ces besoins de main-d'œuvre, il est fait sur en tout cas sur les entreprises qui ont déposé une offre dans les 12 derniers mois. Donc ça nous permet d'avoir accès, ou en tout cas de produire et d'avoir des résultats sur des tendances, je dirais, annuelles. Et ce n'est pas des chiffres qui sont, je dirais, de très bonne qualité, ou en tout cas qui permettent d'avoir une vérité très, très fiable jusqu'à la commune. En l'occurrence, on arrive à bien avoir des tendances, et c'est pour ça que c'est assez intéressant pour voir la situation avant la crise et puis celle qui commence alors post-crise. Mais comme l'a souligné Olivier, on n'est pas encore tout à fait sorti de cette crise, hein, et cette sortie de crise ne se négocie pas de la même façon pour tous les secteurs. Mais voilà, aujourd'hui, on peut accéder à ces tendances, et donc c'est ce que je vous propose dans cette première slide,
de pouvoir regarder depuis 2017, puisque Pôle emploi met à disposition ces données depuis 2017 jusqu'à 2021, et derrière fait cette typologie grâce au retour des entreprises, je dirais du volume de recrutement qui est projeté sur l'année par les entreprises, et celle également de la part de recrutement difficile, puisque les entreprises estiment la part de recrutement difficile. Peut-être un dernier élément de contexte, un recrutement difficile pour Pôle emploi, c'est un recrutement qui ne trouve pas forcément je dirais, preneur sur au minimum 2 semaines, mais ça peut aller sur des temps assez longs sur Pôle emploi, puisque ça peut être 2, 3, 4 mois, sans avoir un profil, en tout cas un retour sur la candidature. Dernière partie, on estime, et c'est assez important sur ces données de besoin de main-d'œuvre, je dirais une part de recrutement difficile. Donc, par exemple, là, sur tous les métiers, tous les secteurs d'activité, en 2021, on est à peu près sur 44% de difficultés de recrutement. Et cet indicateur nous sert, puisque aujourd'hui, sur chaque métier, plus l'indicateur est supérieur au total, donc là, 44%, et plus on estime que ça signifie une tension sur le marché du travail. Donc, si j'ai un métier qui est à 60% de difficulté de recrutement et que son secteur se situe plutôt à 44%, là, on va estimer qu'il y a une forte tension sur le marché du travail, des difficultés à recruter. Si c'est en dessous, en tout cas pour la partie entreprise, on dira qu'on est plutôt sur un problème peut-être de visibilité de l'offre d'emploi, ce qui là nécessite plutôt, en tout cas d'ajuster sur cette partie-là, sur l'action à entreprendre pour trouver le bon candidat. Peut-être aussi quelques éléments là-dessus, et puis après je vais passer à l'analyse, sur les précautions à prendre, je dirais, sur ces données-là, puisqu'aujourd'hui, je le répète, hein, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas des chiffres qui épousent totalement la vérité, c'est juste des tendances, donc on doit les prendre aussi en tant que tendance, hein, c'est des retours, et ce sont des enquêtes, donc il y a toutes ces précautions à prendre sur comment sont menées les enquêtes et comment les utiliser, en tout cas les mandatés retournent l'information. Il y a aussi la question de la nomenclature des métiers que l'on posera par la suite, et je pense que les prochains intervenants pourront aussi en reparler, hein, qui n'épousent pas toujours les difficultés réelles à recruter. Et puis, il y a la question aussi de la géolocalisation de ces difficultés de recrutement, puisqu'aujourd'hui, la maille la plus fine, ce sont les bassins d'emploi, qui sont les zones de chalandise des maisons Pôle emploi. Et derrière, on a ce besoin de pouvoir aller beaucoup plus finement dans l'analyse au niveau des EPCI, mais aussi au niveau des communes. Et puis, quand on a ces politiques du type Action Cœur de Ville, territoire d'industrie, on a aussi les besoins d'aller, je dirais, beaucoup plus finement dans l'analyse, ce qui n'est pas toujours possible avec ces données Pôle emploi. Si on regarde la situation, je vous ai passé deux graphes. Le premier, c'est sur le nombre de projets de recrutement avec la part de recrutement difficile, tous métiers confondus, en allant de 2017 jusqu'à 2021. Sur celui de droite, c'est plutôt sur la partie, je dirais, métier industriel. Donc, j'aurai toujours ce tropisme sur métier industriel, tous métiers confondus, puisqu'on regarde ça. Sur la partie tout métier. Ce que l'on peut regarder, c'est que la dynamique était en place sur le volume de recrutement, et donc les tendances étaient assez positives jusque 2019 et 2020, hein, avec un nombre de créations d'emplois qui était anticipé, en tout cas à la hausse, avec une reprise, en tout cas sur 2021, une baisse si on compare à 2020, mais c'est une baisse qui, comparée à 2019, en tout cas, c'est une hausse, je dirais, comparée à 2019. Donc, la reprise est bien là. Elle est, en tout cas, elle se matérialise dans les chiffres. Et derrière, je dirais que la reprise se fait aussi doucement et que tous les secteurs aujourd'hui ne sont pas repartis comme en 2019. Un autre élément qui est assez important et qu'on verra par la suite, c'est la part de difficulté de recrutement, la part de recrutement difficile. Ce que l'on constatait sur tout métier confondu, c'est que l'on était sur des difficultés croissantes à recruter jusqu'en 2019-2020, avec, je dirais, un paroxysme qui s'est un peu
mis entre parenthèses, en tout cas qui a commencé une décrue sur 2021. Mais sur les données 2020-2021, on les prend, je dirais, avec des guillemets, puisqu'on a l'impact de la crise. Et aujourd'hui, on n'est que sur des projections. En tout cas, on était sur, certes, des volumes en croissance. Et en 2019-2020, on était sur, en moyenne, une offre d'emploi sur 2 était vouée à rencontrer des difficultés de recrutement, ce qui n'est pas rien. Et quand on regarde sur l'industrie, alors avec ces spécificités, on est sur des dynamiques qui sont également comparables, hein, à la fois sur le nombre de créations d'emplois, mais les difficultés là sur l'industrie le sont, je dirais, encore plus. Et là, on est plus sur une offre sur 2, mais on est plus sur 2 offres sur 3. Donc le 3/4 aujourd'hui des offres d'emploi dans l'industrie, dans les métiers industriels, sont vouées à rencontrer des difficultés de recrutement, voire même à ne pas trouver preneur. Donc ça, et sur cette tendance, on est sur la même que sur les métiers, notamment sur la part de recrutement difficile, avec donc je dirais une relative baisse de ces difficultés en 2021. Toutefois, ça reste quand même assez important, même si traditionnellement sur l'industrie, on est sur des volumes qui sont, je dirais, assez importants sur la part de difficultés de recrutement. Donc voilà, sur cette première slide, peut-être slide suivante, sur la concentration, ou en tout cas où se trouve aujourd'hui cette difficulté de recrutement. On a fait apparaître sur ces cartographies, donc entre 2018 et 2021, la part de recrutement, en tout cas le pourcentage de recrutement difficile, tous métiers confondus, sur une échelle EPCI, sur ces données-là. Donc, on regarde vraiment, plus c'est bleu, on a repris la même, je dirais, légende qu'Olivier, et plus derrière, on a une part de recrutement qui difficile, qui est, je dirais, relativement faible, alors que plus c'est rouge et plus on s'approche des 100%, et donc que la tension est forte sur les recrutements. Là, on est sur tous les métiers. Donc, l'analyse que l'on peut en faire, hein, c'est que jusqu'en 2020, on avait, je dirais, une concentration croissante des difficultés de recrutement. Quand on regarde 2018, 2019 et 2020, on est sur une forte concentration de ces difficultés de recrutement, avec je dirais, une situation qui était en cours de généralisation sur les tensions sur le marché du travail, je dirais même en surchauffe, avec parfois des EPCI avec des taux très très élevés, notamment sur la partie Pays de la Loire, par exemple, mais on a aussi la partie Auvergne-Rhône-Alpes, dans lesquelles on a des difficultés assez importantes. On a aussi les métropoles, hein, qui ressortent toutes en difficulté, avec des forts taux de difficulté à recruter, ce qui n'est pas rien aujourd'hui sur les questions que l'on se pose sur la reprise en cours. Et puis, depuis 2021, on constate un relatif, je dirais, desserrement sur ces difficultés de recrutement. Je serais assez nuancé sur la façon dont la reprise se fait, et notamment sur la cartographie que l'on présente en 2021. On constate qu'on a quand même des points qui reviennent, en tout cas des points de difficulté qui sont constants et sur lesquels on a peut-être des éléments à creuser sur les difficultés de recrutement. Je vois notamment, si on compare par rapport aux cartes qui ont été présentées sur l'effacement, en tout cas sur la dynamique des reprises par Olivier au tout début, on pourrait faire le parallèle sur 2021 et se dire qu'on a certes beaucoup de création d'emplois, par exemple en région Pays de la Loire, et par contre, derrière, c'est là où on concentre aussi le plus de difficultés de recrutement. Et sur ces difficultés-là, elles sont quand même constantes depuis 2018, je dirais, sur cet exemple précis. Peut-être pour la slide suivante, on peut creuser un peu plus loin et regarder les principaux, je dirais, métiers en tension. Tout secteur confondu, c'est assez varié, hein. Donc là, on a fait un top 5 sur tout métier, tout secteur confondu et tout métier, avec donc des tensions qui sont parfois très, très importantes. Charpentier, couvreur, carrossier, régleur aussi, et aide à domicile des ménagères, sur lesquels on est grosso modo à 80% de difficultés de recrutement. Nous, on a cette possibilité de regarder sur quels EPCI on a le plus de difficultés. Là, ce sont des données de 2021. Et on poursuit l'analyse sur, je dirais, les métiers en tension dans l'industrie. Alors, ceux qui ressortent le plus sont notamment carrossiers automobiles, les régleurs, mécaniciens et électroniciens, tuyauteurs, dessinateurs en électricité. Mais je dirais qu'en fait, on a aussi des secteurs qui ressortent plus que des métiers. Et ces secteurs, aujourd'hui, ce sont notamment ceux de la métallurgie,
donc avec les régleurs, les soudeurs, également les chaudronniers, mais également les métiers de l'électronique et de l'électricité qui sont aussi, je dirais, qui ont des difficultés à recruter. Sur la cartographie, ce qu'on peut voir, c'est là on estime qu'il y a le plus de difficultés à recruter selon deux métiers que l'on a sélectionnés, charpentier et régleur, sur l'industrie et tout secteur confondu. Et puis, pour la dernière slide, alors c'est un peu sur le titre, c'est un peu, ça n'apparaît pas forcément, mais derrière, donc sur les besoins de main-d'œuvre, je dirais que c'est une première entrée pour essayer d'estimer en tendance quels sont les volumes de recrutement, quelle est la part de difficile, mais que derrière, on a besoin de plus que ça. Et donc, nous, dans cette optique d'accompagnement, je dirais, du programme Territoire d'Industrie, d'accompagnement de la Banque des Territoires sur les sujets d'offres de formation, on a eu besoin de pouvoir proposer un outil qui puisse rapidement diagnostiquer les territoires. Et donc, cet outil, c'est DataVis Territoire d'Industrie. Alors, je ne ferai pas la pub pour le coup, mais l'idée, c'est qu'à travers cet outil, on s'est rendu compte que c'est une première clé d'entrée de pouvoir analyser les besoins de main-d'œuvre, mais que derrière se posent d'autres questions, je dirais. La première, c'est de prendre la bonne échelle territoriale, notamment pour les besoins de main-d'œuvre. On peut regarder à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une collectivité, mais derrière, on peut, en tout cas d'un EPCI, et derrière, on peut aussi regarder encore plus finement quand c'est nécessaire. Donc, en tout cas, se pose cette question de jusqu'où aller sur ces besoins de main-d'œuvre et ces estimations de besoins de main-d'œuvre, et de pouvoir aussi rentrer dans l'aspect croisé avec différents indicateurs socio-économiques. Aujourd'hui, on sait que c'est très bien d'avoir cet indicateur de besoin de main-d'œuvre, mais qu'il faut pouvoir le comparer avec la formation effective dans les territoires, et notamment des indicateurs socio-économiques sur le niveau de formation, le niveau, que ce soit pour les hommes ou les femmes, hein, mais aussi le niveau, je dirais, les CSP qui sont dans ces territoires, et selon encore une fois, la bonne échelle. On a aussi, je dirais, la nécessité d'interroger les logiques d'accès à ces emplois, et notamment de mobilité, qui sont aujourd'hui pas forcément prises en compte, pas toujours en tout cas, sur ces accès à la fois au centre de formation, mais aussi au recrutement, et donc de pouvoir se dire, de pouvoir modéliser en tout cas combien de temps et comment on peut se déplacer pour accéder soit à un lieu de travail, soit à une offre de formation. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin d'aller, je dirais, plus loin dans l'analyse et ne plus seulement se concentrer sur les métiers, puisqu'aujourd'hui, on a nécessité à descendre plus finement, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. C'est-à-dire qu'on a à la fois le secteur, je dirais, tout en haut, on peut descendre ensuite au niveau des métiers, et plus finement de pouvoir descendre jusqu'aux compétences. Et donc, on a un ensemble de compétences qui sont rattachées à des métiers. L'idée derrière, c'est notamment en lien avec, par exemple, sur l'industrie, l'émergence de ce qu'on appellerait des métiers du futur de l'industrie, en tout cas liés au 4.0. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir les détecter sur des métiers au sens de Pôle emploi, hein, selon la nomenclature de Pôle emploi. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur, je dirais, regarder au niveau des compétences. Et est-ce qu'une compétence ne pourrait pas tirer derrière des logiques de reconversion ou de formation pour anticiper ces compétences du futur. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Ne pas rentrer non plus, ne pas trop proposer de solutions, puisque sur cette première partie, c'était essentiellement pouvoir estimer, de pouvoir apporter des chiffres sur la réalité et qu'est-ce que c'est une difficulté de recrutement et quels sont les volumes, quelle est l'ampleur de la reprise et quelle était la situation pré-crise. Je laisserai les intervenants pour répondre sur les questions suivantes. Peut-être juste une toute petite question qui nous vient du chat de la part de Nadia Pasquier, qui demande sur quoi est-ce qu'on se base finalement pour estimer ce qui est un recrutement difficile. Est-ce que c'est le nombre de mois de recherche? Est-ce que, c'est plutôt, donc du coup, elle demande quels sont les critères qui permettent de définir un recrutement difficile. Je dirais que sur cette partie-là, en fait, c'est plutôt à Pôle emploi de répondre. Alors, je répondrai pour le coup. Mais sur cette partie, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la durée dans le temps et il y a le volume aussi de retour que l'on retrouve sur l'offre d'emploi. Et ça, c'est des estimés aussi que les entreprises remontent.
Du coup, merci Thomas. Fabrice, Patrick, des premières réactions avant de prendre d'autres questions. Alors, pour nos participants, hein, vous pouvez soit poser des questions par le chat, soit on peut vous donner la parole si vous souhaitez vous exprimer oralement, ce qui peut être plus pratique. Mais en tout cas, merci Thomas, notamment la transition est très bonne, je pense, et qu'elle fera plaisir, si je puis dire, à Fabrice et Patrick sur la question de plus uniquement raisonner sur la question des métiers, mais aller plus loin et notamment mettre en lumière la problématique des compétences. Et puis du coup, moi, en tout cas, j'en terminerai là. Ce qui me semble percevoir ici, mais c'est un secret pour quasiment personne aujourd'hui, on avait pris un sujet, un libellé un peu bateau pour notre webinaire, difficulté de recrutement, problèmes structurels ou conjoncturels. Les données de Thomas, même si elles ne remontent pas au calendrier grec, nous montrent bien que ça a plutôt l'air d'être un problème structurel que purement conjoncturel, même si peut-être que là, la crise du Covid a donné une ampleur un peu plus aiguë au sujet. Mais donc, du coup, qu'en pensez-vous, Fabrice et Patrick, et quelle réaction vous avez vis-à-vis de ce qu'on vous a présenté, avant de prendre les questions des participants? Fabrice, tu y vas? Bon, j'y vais. Bonjour à tous. Alors, moi, je partage vraiment ce constat et c'est vrai que finalement, on est sur un sujet un peu tarte à la crème où voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une situation particulière à laquelle on est confronté sur les territoires et en fait, finalement, cette impression de marché du travail en tension, elle est exacerbée par deux choses. Le caractère inédit et exceptionnel des recrutements depuis le deuxième trimestre 2021. Hein. On a dépassé le million des offres d'emploi publiées sur Pôle emploi.fr en mois de juin l'année dernière, quand traditionnellement on avait 700 000 offres qui pouvaient être publiées sur le site de Pôle emploi en août et que c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que finalement, on oscille en fonction des catégories de demandeurs d'emploi qu'on prend en compte entre 5 millions, 6 millions de demandeurs d'emploi et on se dit, mais comment est-ce possible qu'avec autant de demandeurs d'emploi, finalement, on n'arrive pas à répondre aux besoins exceptionnels des entreprises pour nourrir la reprise. Or, c'est là où il est vraiment important de dépasser ces deux premiers indicateurs qui sont un petit peu faussés, dans le sens où, moi, un de mes chevaux de bataille, hein, c'est vraiment et tu l'as dit, Olivier, en introduction, mais je pense qu'il faut vraiment insister dessus, c'est que derrière ces 5 ou 6 millions de demandeurs d'emploi, il faut quand même regarder un peu plus précisément ce que l'on y trouve. Et si on se fie déjà aux données des catégories de demandeurs d'emploi A, B, C, alors je m'excuse, hein, c'est un peu technique, mais en gros, c'est les 3 catégories sur la base desquelles le gouvernement et Pôle emploi communiquent le plus souvent. Eh bien, en catégorie A, on a les personnes qui sont soi-disant entièrement disponibles. En catégorie B, on a celles qui travaillent, qui sont en emploi, mais qui travaillent moins de 78 heures par mois. Et en catégorie C, on a celles qui travaillent plus de 78 heures par mois. Donc, en catégorie B et C, on a des gens qui sont certes inscrits comme demandeurs d'emploi, mais qui, dans les faits, sont déjà en emploi sur des contrats courts, hein, alors plus ou moins courts en fonction des catégories que j'ai citées, mais il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, 40% des demandeurs d'emploi, donc 40% de ces un peu plus de 5 millions de personnes, sont déjà en emploi. Si vous ajoutez à cela que 50% de ces demandeurs d'emploi dans leur ensemble ont plus de 12 mois de chômage, un tiers a plus de 24 mois de chômage et un quart a plus de 50 ans, il s'avère que finalement, il nous reste un vivier qui est profondément diminué par rapport à ce volume initial de plus de 5 millions de demandeurs d'emploi disponibles et que finalement, si on enlève tous les gens qui sont en contrat court, on reste avec un public de personnes qui sont plutôt en difficulté sur le marché du travail, qui finalement ont une forte ancienneté dans le chômage. Et on sait que plus on est longtemps au chômage, plus on a des difficultés à retrouver un emploi. Et si vous cumulez ça avec le critère d'âge, qui fait qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi de plus de 50 ans a beaucoup plus de difficultés à retrouver un emploi, eh bien, on reste avec un vivier qui s'est profondément rétréci et qui fait que certes, il y a une demande exceptionnelle,
Mais en face, finalement, on a un vivier qui est extrêmement réduit et qui, comment dire, cumule un certain nombre de difficultés. Une dernière donnée, je donne la parole à Patrick, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que si vous regardez bien au-delà de l'année, bien en amont de l'année 2020, en France, aujourd'hui, une embauche sur deux, en moyenne, se fait en intérim, 40% en CDD, et donc, il reste un peu moins de 10% en CDI. C'est-à-dire que vous avez donc d'un côté un vivier de demandeurs d'emploi qui est quand même pas celui qu'on nous présente, en tout cas dont on a l'impression qu'il n'attend qu'une chose, c'est de trouver un emploi. Et puis de l'autre, vous avez un marché de l'emploi quand même qui repose fortement sur des contrats courts. Hein. Je recherchais en vous écoutant, mais je me rappelle de ce Grenelle de l'emploi de 2018 où la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, communiquait notamment, avait fait une information particulière sur les contrats courts. Hein. En 2017-2018, hein, je n'ai pas vu de données plus récentes, hein, mais la durée médiane des contrats temporaires CDD et intérim confondus se situe à 5 jours quand même. Hein. Donc, finalement, ces tensions sur le marché de l'emploi, elles sont à analyser au travers de ces différents éléments qui font qu'il n'y a pas le vivier que l'on pense trouver et en même temps, l'état de l'offre ne correspond pas forcément à de l'insertion durable. Et donc, la quantité des emplois, c'est quelque chose d'important, mais la qualité des emplois, c'est un élément important à appréhender pour envisager cette question des tensions du marché du travail. Patrick? Alors, je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Fabrice et tout ce qui a été dit juste avant. Et les cartes, l'ensemble des cartes que l'on a pu voir a confirmé une croyance que nous avons très forte au sein du groupe Randstad France, c'est qu'il faut véritablement raisonner non seulement par métier, mais aussi par territoire. Parce qu'en fait, la situation est totalement différente, que ce soit pour le même métier sur 2 territoires différents. Donc, il faut vraiment raisonner là-dessus, sur cette approche, et puis apporter aussi de la précision. Et ça a été dit à l'issue de l'analyse sur les données de BMO qui sont ce qu'elles sont. Et ça a été très bien présenté sous la forme d'une tendance, parce qu'effectivement, les entreprises qui répondent ne sont pas forcément d'une représentativité extrême de la réalité des entreprises qui recrutent sur le territoire. Et j'ai toujours une difficulté et un blocage sur la partie des métiers en tension, parce que j'ai souvent coutume de dire, et Fabrice ne me contredira pas, que les métiers en tension, ça n'existe pas. Alors, ça fait souvent hurler quelques personnes et dans les assemblées, donc ne criez pas trop fort. Et en fait, ce qui est en tension, ce sont les compétences. Et quand je parle de précision, d'éléments de précision, c'est sur le travail, sur la compétence. Je vais vous prendre juste un exemple ou 2 exemples tout basiques. Le fait que Pôle emploi raisonne sur des codes ROM qui sont une agrégation d'appellation métier ou de qualification, sans tenir compte naturellement des compétences nécessaires pour exercer tel ou tel métier. Et moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans le travail temporaire, et ça fait à peu près 30 ans qu'on m'explique que le soudeur est un métier en tension. Et pourtant, on en forme les soudeurs. Hein. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, la complexité, elle vient essentiellement de la terminologie et de la façon dont les soudeurs sont répertoriés. Ils sont tous répertoriés sous un même code ROM qui s'appelle soudeur manuel et qui ne tient en aucune façon compte des procédés de soudure à utiliser. Et donc, il n'y a aucun moyen et aucune possibilité de rapprocher les demandeurs d'emploi des attentes des entreprises. Et c'est le cas sur un nombre de métiers importants. Sachez juste que soudeur qui est dit en métier en tension, en France, si on prend les chiffres stricto sensu, il y a 2,7 soudeurs par offre d'emploi publiée. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, au sens stricto sensu de la définition du métier en tension, le métier de soudeur n'est pas un métier en tension. Et cette terminologie de métier en tension, c'est un élément qui est hyper important. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu entré dans le langage courant du quotidien des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a des difficultés de recrutement, qui n'arrive pas à recruter, considère très rapidement que son métier est un métier en tension parce qu'elle n'arrive pas à recruter. Or, quelquefois, le recrutement, il est lié à énormément d'éléments
divers et variés. On a fait des exercices de droite et de gauche sur des durées de recrutement, par exemple, qui font que quand on fait 3 entretiens pour recruter un technicien de maintenance, c'est à peu près logique, compte tenu du besoin exprimé un petit peu partout en France, que le technicien de maintenance il puisse partir avant le 3e entretien. Donc, c'est aussi ce phénomène-là, et quelquefois les entreprises parlent de cette difficulté de recrutement sans remettre en cause forcément leur pratique de recrutement. Voilà. Donc ça, je dirais, juste pour conclure, il faut qu'on arrive à apporter de la finesse dans les données, de travailler sur les compétences, c'est hyper important. C'est là-dessus qu'il faut absolument et impérativement aller. On parle souvent, par exemple, pour donner un exemple, on parle souvent des métiers du digital. Or, aujourd'hui, le digital touche une quantité de métiers importante et pas forcément quelques spécialistes du digital. Donc, c'est hyper important de pouvoir les identifier, les étaler et de savoir quelles sont ces nouvelles compétences. On parle de la transition énergétique aujourd'hui, ça touche un grand nombre de métiers du bâtiment et du travaux publics, mais pas que. Donc il faut aujourd'hui trouver ces nouvelles compétences et savoir à quel métier elles vont apporter des évolutions et des changements. Donc apporter des précisions dans le mode de classification des demandeurs d'emploi, dans la pertinence de la connaissance de l'offre, travailler par territoire et travailler sur les compétences. Et là, je pense qu'on arrivera effectivement à avancer plus sereinement et plus finement, parce que finalement, quand on a travaillé sur les compétences, on sera capable d'identifier véritablement les axes de formation qu'il faudra apporter à telle ou telle personne. Bonjour, juste une petite question qui nous émane du chat, et je le rappelle, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à en faire part, à vous manifester, comme ça je peux vous faire monter sur scène et vous pouvez vous poser vos questions aussi en visio et en direct. Donc c'est une question qui vient de Louis-Henri qui demande: peut-on imaginer un outil robuste, tableau de bord, qui pourrait s'adapter très rapidement aux tensions et détentes brutales qui pourraient accompagner les bouleversements géoéconomiques en cours? Ça passe par exemple par des débranchements de pans entiers d'activité, débranchements d'entreprises, pénurie de matières premières, d'énergie ou de composants. Bref, en quoi est-ce qu'il est possible d'envisager un outil qui tienne compte un petit peu des bouleversements géoéconomiques selon vous? La question. Patrick. On peut toujours, faut se méfier des outils qu'on crée, parce que quelquefois on se dit qu'un outil va nous simplifier la vie. Mais on peut toujours créer des outils et travailler. Mais en fait, souvent les données, on les possède, il suffit de les activer et les actualiser. Je vais vous donner simplement un exemple sur les évolutions des offres d'emploi qu'on a vu tout à l'heure et qu'on retravaille dans notre solution Randstad Smart Data. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde des évolutions de l'expression de besoins sur tel ou tel métier, toutes les tendances sont à la hausse, pratiquement sans aucune exception, quel que soit le métier. Mais en fait, derrière, si on s'amuse, pardon, parce que c'est souvent le terme qu'on utilise, mais si on s'amuse à regarder et à vectoriser sur les différentes périodes, on s'aperçoit que les tendances, quelquefois, elles s'inversent plus ou moins, ou elles s'amenuisent, et c'est assez facile à faire, et il n'y a pas besoin foncièrement d'un outil. Et je crois que le fait de travailler aussi sur la compétence donnera plus de facilité et de liberté pour s'adapter aux problématiques qui vont arriver. Par contre, si vous raisonnez sur un métier par rapport à une activité, forcément, vous êtes sur une partie macro. Si vous rentrez sur la compétence, vous saurez comment faire rebondir éventuellement telle ou telle personne en fonction de ses compétences vers d'autres emplois. Ça, c'est assez facile à faire, et c'est juste une liste de compétences et un travail de recherche de passerelles, et je dirais presque que ça existe déjà, puisque nous l'avons déjà fait. Je dirais, pour compléter, qu'aujourd'hui, l'outil magique qui va qui va résoudre et qui va proposer des choses, il n'existe pas, et je ne sais pas s'il existera un jour. De là même à débrancher et accompagner les débranchements de certains pans de l'économie ou des secteurs qui devraient basculer très très rapidement et sur lesquels on devrait proposer des solutions. Cet outil type tableau de bord, il n'existe pas encore aujourd'hui. Je ne sais pas si cet outil magique qui fera tout pourra le faire. En tout cas, nous, on a essayé de proposer des solutions dans le cadre de Territoire d'Industrie.
mais l'enjeu, je dirais, au-delà de cet aspect métier, compétences, c'est aussi de pouvoir réunir tous les bons acteurs autour de la table. Parce que si on commence à oublier certains, ou en tout cas pas les inclure forcément, on va se rendre compte que l'analyse va être forcément biaisée et qu'on ne va pas pouvoir aller au bout et que cet accompagnement ne va pas répondre forcément aux enjeux du territoire. Et peut-être il y a aussi cette logique des retours terrain qui sont très importantes, hein, puisque jusqu'ici on parle de données, mais il y a aussi cette logique des industriels, des entreprises, des EPCI aussi, qui nous remontent, nous pour notre part, hein, mais je veux dire ça pourrait être fait par ailleurs, qui nous remontent en tout cas les besoins du terrain, qui sont, je dirais, une manière d'enrichir un peu plus l'analyse, notamment sur cette question des difficultés de recrutement. Mais pour aller dans le sens de Patrick et de Thomas, mais en le formulant aussi de manière complémentaire, on est obsédé aujourd'hui par les questions d'emploi et de formation, par les politiques de l'emploi et de la formation. Et en fait, moi je voudrais pour qu'on parle de travail au poste de travail. Qu'est-ce qu'on fait sur un poste de travail de soudeur, de technicien de maintenance, d'agent de sécurité, d'agent de propreté, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne se passera pas la même chose dans une petite entreprise, dans une PME, dans une grande entreprise. Les périmètres de poste évoluent, les technologies évoluent. Et donc, en fait, finalement, derrière de mêmes intitulés, derrière, a priori, des prérequis en termes de niveau de qualification identique, il va se passer des choses différentes, voire très différentes. Et ça, c'est un enjeu. C'est pas au travers d'un tableau de bord, finalement, ou de données statistiques qu'on va le trouver. C'est dans finalement une nouvelle forme de veille économique, d'animation économique du territoire, mais qui se préoccupe effectivement de la nature du travail qui est attendu. J'en parle parce qu'on l'a fait avec Patrick il n'y a pas très longtemps, mais effectivement, Olivier faisait référence à mon expérience passée sur Dijon Métropole. On a un secteur des industriels de santé important qui n'arrive pas à recruter des techniciens de maintenance. Et en fait, si vous dépassez le fait qu'a priori, il y a plus de demandeurs d'emploi sur ces codromes que d'offres, parce que finalement, on voit bien que les recrutements sont difficiles, vous rentrez dans le détail des postes, vous voyez que finalement, technicien de maintenance d'une entreprise à l'autre, ça ne donne pas toujours exactement la même chose. Et puis que tout ça s'agrège à des cultures d'entreprise, des process RH différents. Et que c'est ça que l'on a besoin de comprendre aussi pour commencer à objectiver une situation et apporter des solutions. Alors après, naturellement, il y a bien sûr des enjeux d'offres de formation pour voir si la formation permet ou pas d'accéder à un certain nombre de prérequis qui vont être attendus. Mais c'est vrai que à la fois, on constate ces dernières années qu'on a injecté des sommes folles dans le développement de la formation professionnelle, et c'est bien, et on sait que voilà, les enveloppes budgétaires étaient sous-dotées, et en même temps, ça laisse penser que finalement, le levier de la formation professionnelle serait, ou celui des aides au poste d'ailleurs, sur la partie emploi, serait suffisant, alors que finalement, la problématique est bien plus profonde que ça. Et je voudrais juste embrayer, Olivier, si tu me l'autorises, sur un sujet qui me tient à cœur par rapport à ça. Je peux, Olivier? Oui, vas-y. C'est vraiment, on parle de compétences, effectivement, aujourd'hui, on est dans un pays qui est obsédé par les niveaux de qualification. Et on constate finalement quand même aussi beaucoup sur des métiers dits faiblement qualifiés. Alors moi, je ne souscris pas du tout à cette dénomination, je ne sais pas ce que c'est qu'un métier faiblement qualifié. Dans nos représentations, ce serait un métier auquel on pourrait accéder sur un niveau de qualification de type infrabac, CAP, BEP. Dans les faits, on voit que les attentes des entreprises depuis 10 ans se sont accrues énormément et que finalement, il n'y a plus de lien du tout entre un niveau de qualification de départ et un niveau de compétence attendu. Et que vous pouvez prendre notamment sur les métiers de la propreté, de la sécurité, de l'hôtellerie-restauration, du commerce. A priori, on a l'impression que c'est des niveaux d'entrée assez simples en termes de niveau de qualification. Et dans les faits, quand vous allez analyser les attendus au poste de travail, on se rend compte qu'on attend des gens de plus en plus performants. On rentre dans… Patrick faisait référence aux compétences, il y a effectivement les compétences techniques. Il y a aussi toutes les compétences qu'on va qualifier de psychosociales, savoir gérer son stress, réguler ses émotions, communiquer,
être créatif, savoir résoudre un problème, savoir prendre des décisions. Et ces compétences-là prennent une part croissante dans les exigences des employeurs. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas prises forcément en compte dans la manière dont les jeunes, les moins jeunes sont formés. Et c'est ce qui va être aussi beaucoup discriminant au moment de la rencontre entre une offre d'emploi, une entreprise et un demandeur d'emploi. Et ça, c'est un vrai sujet aussi de travail au niveau territorial pour penser une meilleure préparation des jeunes et des demandeurs d'emploi à ces exigences-là des entreprises. Oui, pardon, je me permets de compléter ce que vient de dire Fabrice. Hein, ce qui est hyper important à retenir, c'est que les entreprises soient capables de définir leurs attentes et leurs attentes pas forcément en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de compétences comportementales et même de savoir, hein, ce que j'appelle moi le savoir-être et le savoir-faire, mais de façon à être capable de le mettre en évidence par rapport à ce qu'un demandeur d'emploi sait faire, connaît et a comme savoir-être. À partir de là, on est capable de regarder les écarts. Et si on est capable d'identifier les écarts, on est capable de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour combler ces écarts. C'est hyper chirurgical à faire, mais c'est indispensable aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, cette mise en adéquation entre, on va dire, le besoin de l'entreprise et le profil du demandeur d'emploi, cette mise en adéquation, est-ce qu'elle peut aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est déjà vraiment réalisée au travers des formations classiques telles qu'on peut les dispenser, notamment sur ce terme un peu, alors je le répète, hein, moi je ne suis pas un expert de ces questions, mais j'ai travaillé un petit peu dans cet univers ces derniers temps et on voyait que notamment la notion de soft skills, ces compétences douces, ou ce qu'on appelle aussi plus traditionnellement le savoir-être, c'est pas forcément des notions qui sont aujourd'hui partagées par tous, même parfois un peu controversées. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les dispositifs de formation qui sont mis en œuvre traitent vraiment de ces questions-là, qui vont juste au-delà de la compétence technique? Pour un soudeur, oui, je sais souder avec telle technique, mais sur le savoir-être, sur le comportement, est-ce que c'est des choses qu'on aborde ou est-ce que ça reste un peu tabou? Qu'en est-il? Mais effectivement, une fois qu'on a mis de côté le fait que tout ça va renvoyer à des définitions, voire des représentations, des croyances différentes, hein, on va aller à un bout de la chaîne, on parle de savoir-être, on considère que c'est inné et qu'on n'a rien à faire et que les gens en sont dotés ou pas. Hein. Voilà, on entend beaucoup ça quand même quand on fait des enquêtes dans les entreprises, hein, par exemple. On ne trouve pas les candidats parce qu'ils n'ont pas le savoir-être, mais le savoir-être, finalement, c'est quelque chose qui devrait être inné. À l'autre bout de la chaîne, on a tout ce qui se développe autour des compétences psychosociales, alors qu'ils peuvent se recouper pour partie avec la question des soft skills. Entre les deux, on a les compétences transversales, transférables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des entreprises, je pense que Patrick sera d'accord avec moi, vont avoir un niveau de responsabilisation accru sur le fait que, de toute façon, il y a de telles singularités liées aux organisations, aux postes de travail, que finalement, sur la partie technique, elles sont prêtes à s'impliquer fortement, mais finalement, elles ont tendance à considérer que sur le reste, ça relève soit de la responsabilité des personnes, soit de la responsabilité des pouvoirs publics. Et à partir de là, on voit bien qu'il y a plein d'expérimentations, d'initiatives à droite, à gauche, prises par Pôle emploi, par les régions qui sont compétentes en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi, par des acteurs comme la branche du travail temporaire, par des acteurs territoriaux pour essayer de se dire mais comment est-ce qu'on équipe les jeunes en formation initiale, les demandeurs d'emploi, comment on développe les compétences des salariés par rapport à cette question qui va toucher au comportement des individus, hein, aux interactions avec l'autre. Alors, quand on s'intéresse au métier de la relation client, clairement, là, on est en plein dedans. Mais parfois, on est tout simplement dans des organisations industrielles très collaboratives qui nécessitent effectivement d'interagir, de prendre des initiatives, qui demandent plus ou moins de leadership. Et comment est-ce que les organismes de formation, comment l'éducation nationale s'empare de ça? Aujourd'hui, on est plus dans une logique d'initiative un peu bottom-up. Il n'y a pas forcément de clé de lecture partagée. Et c'est vrai que c'est un enjeu important. Alors, il ne faut pas que
l'actualité sur les soft skills nous fasse oublier. Il y avait un très bon article dans Le Monde il y a quelques temps sur les pénuries en compétences techniques dans le secteur industriel, sur des hauts niveaux de qualification pour accompagner le passage vers l'industrie du futur. Il faut ça c'est un point majeur. Pour autant, effectivement, il y a des choses à faire pour mieux équiper les actifs en emploi, sans emploi, sur cette question je vais avec plein de guillemets appeler les compétences comportementales. C'est un peu plus que ça, mais c'est une manière de qualifier le fait que c'est aussi comment moi je me comporte, comment j'interagis, comment je vends, comment je travaille avec. Ça, c'est quand même un enjeu important. Et là-dessus, en matière d'ingénierie pédagogique, on a encore tout à apprendre et tout à faire parce qu'on en est au stade finalement de l'expérimentation un petit peu partout. Oui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'expérimentation. On aurait, à mon avis, beaucoup plus à gagner de faire des choses en commun plutôt que de faire des choses tout seul dans son coin. Et de toute façon, une des problématiques majeures sur la partie des compétences comportementales, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer et comment on le mesure. Et on est une trentaine dans ce webinaire. Si on prend une compétence comportementale, n'importe laquelle, je suis sûr qu'on aura un nombre important d'éléments de mesure que tout un chacun aura, et c'est là qui montre la complexité d'identifier cette compétence comportementale pour un candidat lambda, et c'est ce travail qu'on doit faire, et à mon avis, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux que de le faire chacun dans notre coin, avec encore des référentiels totalement différents et des modes de mesure complètement différents les uns des autres, ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne se rencontrera jamais et on aurait meilleur temps de le faire tous ensemble. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à vouloir embrasser trop largement cette question des métiers en tension. Moi, je pense que ça plaide vraiment pour une manière de repenser ce que c'est que une stratégie de développement économique, des plans d'action par secteur, par filière, sur un territoire en fonction des besoins, et d'y intégrer vraiment un axe travail, emploi, compétences qui permettent vraiment de faire, comme le disait Patrick, du chirurgical pour se dire si on a un enjeu sur des techniciens de maintenance sur notre secteur, c'est quoi un technicien de maintenance dans telle ou telle industrie en fonction de notre coloration. La branche du travail temporaire a mené des travaux très intéressants en 2021 dans 4 territoires pour analyser les impacts de la crise économique, par exemple Nantes, Saint-Nazaire, Toulouse, Belfort, tantôt marqués par l'aéronautique, l'automobile, les industries marines renouvelables. Et on voit bien que sur chacun de ces marchés locaux du travail, derrière l'intitulé métier identique, les besoins, l'évolution du besoin n'est pas la même, les perspectives de mobilité ne sont pas les mêmes. Et donc, si on ne fait pas ce travail fin à l'échelon territorial, de toute façon, ce n'est pas au niveau macro qu'on va réussir à le faire. Du coup, j'ai une question. Par exemple, les éléments d'information qu'on a produits en introduction, est-ce que quand même, du point de vue des opérateurs et des acteurs de terrain, si je puis dire, que vous êtes, vous les trouvez quand même utiles? Est-ce que ça constitue bien une première strate d'analyse intéressante, mais qui évidemment doit être spécifiée ensuite au niveau local pour voir ce qui peut se cacher derrière tel ou tel type de métier, car comme vous l'avez bien expliqué, derrière un métier, il peut y avoir un nombre très important et très différent de compétences. Donc déjà, est-ce que ce premier angle d'attaque qu'on propose, il est utile, ou est-ce que finalement, il est, compte tenu des outils dont on dispose aujourd'hui, des données dont on dispose, il est encore trop imparfait pour proposer une première réflexion et orientation de la réflexion? Patrick, tu veux y aller? Ouais, j'y vais. Oui, bien sûr que c'est utile. C'est toujours utile. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça certifie ce que j'appelle moi la croyance de pouvoir travailler. On le voit bien que le travail qui a été fait montre du global par métier, enfin du global ou des choses par métier et par territoire, et ça montre bien l'évidence de travailler par territoire et par métier. Et déjà ça a cette vertu-là, ces éléments-là. Et donc derrière, on a un top 15, évidemment on le fait court parce qu'on est sur un webinaire, mais derrière on a une multitude de données, on a un top 15 des métiers les plus demandés par EPCI.
Donc, on est capable de le travailler, on est capable de regarder aussi comment travailler sur les mobilités et en raisonnant déjà sur les métiers et on raisonnera derrière sur les compétences. C'est la première étape. De toute façon, il faut commencer par travailler sur cette première étape et de définir est-ce que ce métier-là, finalement, c'est le même qui se pratique dans le PCI 1 et dans le PCI 2, quoi. Voilà, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Mais on doit partir de cette base-là, oui, bien sûr. Oui, vraiment. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même pas oublier que les données et les éléments d'appréciation de ce que sont les marchés locaux de l'emploi et du travail sont quand même extrêmement réduits. Les élus locaux, les acteurs institutionnels sont très, très dépendants des données de Pôle emploi, qui va communiquer sur la demande d'emploi en fin de mois à un moment donné et avec une évolution sur 12 mois. Mais ça ne dit rien, en fait, des marchés locaux. Ça ne dit rien voilà, de la structure de la demande d'emploi, de son évolution, de comment elle se comporte par rapport à d'autres échelons territoriaux. Moi, je suis toujours frappé finalement, depuis des années, de devoir réexpliquer toujours, et du coup, il faut le faire, c'est qu'est-ce qui se cache derrière les catégories de demandeurs d'emploi, comment celles-ci évoluent, quelle place croissante prennent les demandeurs d'emploi seniors, hein. On parle beaucoup actuellement, depuis 1 an, du plan Un jeune, une solution, et c'est très bien, naturellement, qu'il faut aider les jeunes demandeurs d'emploi, mais quand on regarde la volumétrie de la demande d'emploi, le phénomène, il est chez les seniors, sur les plus de 50 ans, il n'est pas chez les moins de 25 ans. C'est-à-dire que ça relève aussi d'une orientation politique forte au profit des actifs de demain, et c'est très bien. Mais est-ce que pour autant, ceux qui sont en fin de période, est-ce que vraiment à 50 ans, on est en fin d'activité? C'est pas du tout sûr, hein. Il reste quand même un certain temps à travailler, mais aujourd'hui, la demande d'emploi des plus de 50 ans n'est pas du tout dans l'angle d'attaque des politiques publiques. Or, on n'a rien compris aux marchés locaux du travail si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau de la croissance de la demande d'emploi des plus de 50 ans. Hein. À fin 2021, c'est 27%. Si on regarde les évolutions sur 10 ans, c'est juste effrayant, en fait, l'accroissement du chômage des plus de 50 ans. Donc, il faut sensibiliser les acteurs locaux à la singularité de leur situation territoriale, parce que chaque territoire est singulier, et passer par effectivement ces éléments que vous avez diffusés, mais à un niveau plus macro, pour avoir une représentation de ce qui est à un moment donné de la situation de la demande d'emploi, la situation de l'offre d'emploi, et quelles sont les sources de tension qui peuvent exister au regard des caractéristiques du tissu local. Pour compléter et pour rebondir un peu sur la notion de précision dont je parlais tout à l'heure aussi, il y a un élément, vous l'avez montré, hein, vous avez montré les cartes sur les demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. Aujourd'hui, on connaît le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, en catégorie B et en catégorie C, mais on ne connaît pas le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, en catégorie B et en catégorie C par Codrom et par territoire. C'est quelque chose que l'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à avoir, enfin qui existe, hein, parce que je l'ai déjà vu chez Pôle emploi, mais qu'on n'arrive pas, par exemple, qu'on n'arrive pas à obtenir. Et ça, c'est hyper important parce que, et ça rejoint un peu le propos de Fabrice tout à l'heure, qui expliquait que avec les 5 600 000 demandeurs d'emploi qui sont là, finalement, à la fin, combien il en reste de véritablement disponibles. Et c'est comme ça qu'on arrivera à calculer une véritable tension et quelque chose de beaucoup plus précis que juste une appréhension d'une entreprise qui dit ça va être compliqué de recruter. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est juste le constat. Mais si déjà on était capable d'avoir cette catégorisation de demandeurs d'emploi, cette classification de demandeurs d'emploi par catégorie et par Codrom et par territoire, avec ces croisements-là, on y verrait déjà beaucoup plus clair. Ouais, moi, je vais étendre son sens, Patrick, et à mon avis, si on regardait quelle est la part des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans dans les catégories A, oui, elles sont bien plus importantes que les 27%. Oui. Et
et on touche du doigt vraiment un problème de discrimination de ce type de public sur le marché de l'emploi. C'est très clair, hein. C'est documenté, on le sait, mais on aurait quelque chose de beaucoup plus fin pour apprécier ce problème majeur qui est celui du retour à l'emploi des personnes en seconde partie de carrière. Ok, donc au-delà de la question d'observation, quand on préparait le webinaire, vous évoquiez quelques pistes de solutions pour essayer de contribuer à réduire ces phénomènes de friction donc dans la régulation de nos marchés du travail locaux. Vous évoquiez la nécessaire meilleure coordination des acteurs de l'emploi, de développer une meilleure promotion des métiers peut-être, qui renvoie aussi peut-être à un sujet, et ça c'est Vincent Passigny avec qui on travaille beaucoup et qui coordonne avec moi l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise, qui dit que ces réflexions aussi, elles devraient être conduites à travers d'un triptyque qui porterait sur l'attractivité des métiers, l'attractivité des entreprises, mais aussi l'attractivité des territoires. Et souvent, en fait, ces réflexions ne sont pas combinées et articulées. Donc, dans le prolongement de cette idée de meilleure coordination des acteurs, est-ce qu'aussi élargir le prisme de la réflexion finalement à d'autres sujets qui, a priori, n'apparaissent pas connexes? Est-ce que ça relève pas d'une nécessité? Vous évoquiez aussi la question de poser la question RH au cœur de la réflexion, ce qui est assez rarement fait visiblement. Et puis, et vous l'avez déjà dit, donc plutôt privilégier la question du domaine d'activité au travers des compétences et plus uniquement du métier. Donc, pour essayer de clôturer ce webinaire, d'un point de vue pratique, quelles seraient pour vous les pistes de solutions, vraiment essayer de creuser, de déployer pour parvenir à une meilleure régulation de nos marchés du travail locaux? Et peut-être juste avant une dernière question, enfin en tout cas une question issue du chat de la part d'Hélène Feuillier, peut-être avant d'aborder la question d'Olivier très, très large, ne serait-il pas possible de croiser toutes ces données avec d'autres critères tels que les freins pour les demandeurs d'emploi en termes de mobilité, de logement, etc., qui sont des freins très en lien finalement avec les spécificités du territoire et avec cette notion aussi d'attractivité des territoires tels que Vincent Passigny évoque. Je répondrai rapidement. Ça renvoie effectivement à cette question du triptyque. On voit bien que la question de l'emploi et de la mise en adéquation de l'offre avec la demande, c'est lié à tout un tas d'autres facteurs. Et quand je parlais d'attractivité du territoire, c'est là aussi une notion encore tout à fait fourre-tout, hein, je le reconnais, mais on n'a plus beaucoup de temps. Ça renvoie bien à cette problématique effectivement de mobilité. Y a-t-il du transport collectif? Les individus, les ménages sont-ils motorisés? Ce qui n'est pas sans poser problème en plus. La question du logement sont des éléments absolument clés de mon point de vue. Et c'est vrai que nous aussi, à la Banque des Territoires, on a cette logique de ne pas prendre, en tout cas de prendre, je dirais, toute la photographie et d'inclure dans ces logiques comment on peut se rendre sur l'emploi. Est-ce que soit on utilise la voiture, est-ce qu'on a des solutions de covoiturage qui existent par ailleurs, est-ce qu'on a déjà des transports en commun, et dans ce cas-là, on essaie d'ajuster avec la collectivité pour voir s'il n'y a pas, par rapport aux besoins et au nombre de demandeurs, s'il n'y a pas des besoins aussi en termes de transport en commun, quel est le temps d'accessibilité, soit d'un centre de formation, soit derrière bref, on essaie aussi, oui, c'est vrai, d'inclure toutes les dimensions qui ont prise sur ces logiques-là. Peut-être pour répondre à ta question, Olivier, déjà, en fait, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, parce qu'en finalement, on ouvre une boîte de Pandore, hein, qui est la question qu'est-ce que les intercommunalités, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je réponds à ta question, ont à faire dans le champ de l'emploi. Or, on sait que d'une intercommunalité à l'autre, il y a des partis pris très différents. Ils disent l'emploi, c'est une compétence de l'État et de Pôle emploi, jusqu'à j'avais échangé avec des collègues de l'agglo de Saint-Nazaire qui ont pris une délibération, qui sur le plan politique ont affirmé un vrai enjeu de politique territoriale de l'emploi porté, impulsé, piloté par l'agglo. Et entre les deux, il y a toutes sortes de nuances. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Moi, j'ai tendance à considérer, c'est peut-être un peu simpliste, mais que ça fait 30-40 ans que les communes, les intercos mettent des sommes importantes dans des outils territoriaux, maisons de l'emploi, missions locales, plis, enfin voilà, et j'en passe et des meilleurs sur les sujets d'emploi. Donc, de facto, ce sont des acteurs de l'emploi, mais on y allait plutôt par, entre guillemets, le champ du social. On a besoin aujourd'hui de se poser la question de qu'est-ce que c'est que la compétence développement économique et jusqu'où va-t-elle pour accompagner le développement des entreprises? Alors, c'est des questions que la DCF a commencé à se poser il y a déjà un certain temps, hein, mais avec finalement des réalités territoriales
très, très différentes. En tout cas, si on laisse, il n'y a pas de critique dans mon propos, j'essaie d'être factuel, mais si on laisse ou on considère que c'est à l'État, voire aux régions, qui animent des instances sur les territoires, de se préoccuper de ces questions, on passe à côté des vrais enjeux, puisque ce qui intéresse l'État, c'est de suivre la mise en place de ces mesures sur les territoires. Et ce qui intéresse les régions, c'est le développement et l'ajustement de l'offre de formation pour répondre aux besoins. Mais donc, c'est à chaque fois une entrée qui n'est pas celle dont on parle là, qui est comment on accompagne le développement d'un tissu en fonction de ses priorités politiques sur un territoire donné et qui nécessite à un moment donné d'avoir un acteur territorial, et je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre à part une intercommunalité, qui implique que cet acteur-là crée les conditions pour qu'on pose des éléments d'analyse et qu'on puisse engager finalement des actions qui permettent d'accompagner un secteur, y compris sur ce volet emploi, compétences sur un territoire donné. Juste une petite parenthèse, Lucas Chevrier d'Intercommunalité de France nous donne sur le chat un lien pour télécharger une note qui a été réalisée donc, par Intercommunalité de France, donc anciennement ADCF, sur les stratégies territoriales en faveur des compétences dans les métiers industriels. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la télécharger. Pardon pour ce petit intermède. Patrick, peut-être vous voulez… Oui. Si on veut parler des solutions, et ça permettra de rebondir sur la question d'Hélène Feuillet, je crois que la meilleure des solutions, c'est la coordination des acteurs de l'emploi. De toute façon, on prêche beaucoup sur ce sujet-là parce que je crois que on sera capable de répondre aux problématiques sociales, aux problématiques de mobilité et aux problématiques de compétences. Parce qu'en fait, la réflexion sur le thème de l'emploi, il est comment faire en sorte que les candidats rencontrent les recruteurs ou inversement que les recruteurs rencontrent les candidats. Et finalement, on s'est rendu compte dans la discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'est que les causes, elles sont pas juste parce qu'il manque des candidats. Elles sont énormes parce que il y a des candidats qui ne savent pas dire ce qu'ils savent faire parce que pour eux, c'est tellement évident que c'est d'une logique implacable et donc ils disent je sais faire tel métier et donc pour eux c'est d'une évidence extrême et le fait de leur faire dire ce qu'ils sont capables de faire leur permettrait d'aller fouiller et d'élargir leur champ des possibles vers des métiers qui activent plus ou moins ces compétences et quand on parle de promotion des métiers finalement ça revient à ça. Finalement sachez que monsieur vous étiez je dis n'importe quoi, préparateur de commande, avec vos compétences et tout au regard de votre expérience professionnelle, voilà une liste de métiers sur lesquels vous pouvez aller sans difficulté. Et ces métiers, ils sont… c'est peut-être un très mauvais exemple parce que préparateur de commande, on en cherche partout. Donc, mais c'est pas très grave, mais c'est pour vous montrer l'esprit. Finalement, et de pouvoir lever ces freins. On a fait une expérimentation, encore une, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, sur l'identification au travers de la donnée des pistes de job pour les habitants des quartiers prioritaires. Et donc, on a été capable de cartographier un peu ces offres d'emploi en fonction de leur éloignement des centres des quartiers prioritaires. Et derrière, on y a mis comment se rendre d'un point A à un point B sur le local. Il y a un coup de métro, un coup de bus, un coup de vélo, une voiture, et ça prend tant de temps. Et donc, on est capable aujourd'hui de faire ce genre de choses. Avec la donnée, on est capable de faire plein de choses. Et je pense que et cet exercice-là de cette expérimentation dont je parle, il y avait des acteurs publics, des acteurs privés, et c'est évidemment par ce passage-là qu'on arrivera à faire bouger les choses. Parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte sa connaissance du marché de l'emploi, chacun apporte ses problématiques et on trouve les solutions ensemble. Voilà. Et on peut promouvoir derrière les métiers, on peut travailler sur la gestion RH et encore une fois, on est capable de lever tous les freins et de toute façon, on sait bien que quelqu'un qui a des problématiques sociales et des problématiques de mobilité, il ne saura pas aller à l'emploi tout de suite tant qu'on n'aura pas levé ces freins-là. Merci Patrick. Est-ce que les participants, vous avez des dernières questions à nous soumettre par le chat? Ou sinon, je vous propose qu'on en finisse là pour que chacun puisse aller déjeuner. Je ne vois pas de questions qui arrivent. Juste, je ferai un peu de corporate pour terminer sur en fait
les futures réalisations de l'Observatoire. On est en train de produire 2 notes, on communiquera dessus. On va reprendre ce qu'on a produit sur les impacts sur l'industrie à l'échelle des intercos. On va travailler aussi à la rédaction d'une note sur les impacts de la crise sur la consommation et le tissu commercial. On va réaliser tout un tas de webinaires. Les dates vous seront communiquées. On a produit un cahier de recherche aussi que vous trouverez le lien de toute façon dans le support qui vous sera diffusé. Et on développe tout un tas de nouveaux outils et on lance une démarche expérimentale de suivi de 4 territoires tests. Donc voilà, c'était juste un peu de pub pour le ITC. Je vous remercie à tous les 3, Thomas, Fabrice et Patrick, de votre présence aujourd'hui et de votre éclairage. Merci à Arthur pour la technique qui a été parfaite aujourd'hui. Et merci à tous pour votre présence virtuelle et j'espère à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Olivier, juste une petite question qui vient d'émerger là. Quels sont les territoires tests? Est-ce que tu les connais déjà? Question. Pour le moment, on en a sélectionné un et on est en train de les identifier avec les contributeurs bénévoles qui travailleront avec moi sur le suivi. Fabrice en fait partie d'ailleurs. Donc pour le moment, on a la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien et là, on recherche un territoire frontalier en Bourgogne-Franche-Comté, peut-être une métropole et puis un territoire au profil plutôt touristique. Il y a un certain nombre de critères, notamment par rapport à la capacité de résilience du territoire au premier choc de 2020 et un deuxième par rapport à ce qu'on appelle l'effet local. C'est un peu tard là pour développer, mais on est en train d'en chercher 3 en tout cas. Si jamais vous êtes volontaire, n'hésitez pas à vous manifester, mais retenez ce critère, profil touristique, profil transfrontalier pendulaire et peut-être une métropole. Voilà. Là, le Pays Basque se propose, je vois. Alors, on a une contrainte aussi d'accessibilité, mais pourquoi pas. Écoutez, vous avez mon mail un peu partout sur l'Observatoire, contactez-moi si vous voulez. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Je termine l'événement. Au revoir. Merci. Au revoir.